Thibaut Bizien, bonjour. Bonjour. Thibaut, on te remercie de revenir dans cette saison 2 de ITVNC. Ta première participation l'an dernier, quelques semaines après le début des émeutes, a été beaucoup partagée. Tu y parles notamment de l'absence de projet de société pour le territoire comme étant le résultat d'un processus référendaire clivant. On invite les spectateurs à aller revoir cet entretien et à s'abonner à la chaîne YouTube, aux réseaux sociaux et au site www.itv.nc pour soutenir l'émission et ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui avec toi, on va parler de la crise sociale, sanitaire et économique que traverse le territoire, mais aussi de complexes identitaires, du besoin de vérité, de chemin de réconciliation et d'une nouvelle définition à donner à la citoyenneté calédonienne. Pour commencer, Thibaut, tu es fondateur de l'association Calédo-Clean et président du collectif des Assos de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, un an après les émeutes, quel est l'état du tissu associatif et quel rôle joue-t-il dans la reconstruction ? Alors les associations, elles ont énormément été impactées par la crise socio-économique du territoire. Alors il y a plusieurs choses, hein. C'est déjà la perte de ressources financières au travers de la perte de subventions, la perte de mécénat, étant donné que les entreprises privées vivent une crise économique sans précédent. Donc la perte de ressources humaines aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont partis, on a des compétences qui sont parties, et puis on a aussi peine à engager des bénévoles, puisque chacun vit ses propres urgences et a du mal à se mobiliser justement aussi sur les opérations menées par les associations. Donc c'est aujourd'hui en grande difficulté qu'elles continuent à la fois de mener leurs actions, pour celles qui le peuvent encore, et puis surtout d'essayer de répondre aux nouvelles sollicitations. Je pense aux associations qui sont dans la solidarité, par exemple, où elles sont de plus en plus sollicitées, étant donné la précarité que vivent certains. Et donc l'idée, c'est effectivement de défendre ce tissu associatif, parce que les associations, c'est deux choses. C'est avant tout le ciment social, et puis aussi, c'est un endroit où les gens vont faire l'exercice de leur citoyenneté. C'est-à-dire qu'on n'est pas citoyen que parce qu'on a un droit de vote, on va se lier à notre communauté au travers d'actions concrètes qui peuvent se passer dans la vie de tous les jours, et surtout en soutenant des causes. Des causes, ça peut être l'environnement, le social, la solidarité, la culture, ça peut être la santé, le handicap, il y a plein de choses. Le sport également, hein, puisque le sport est vecteur de lien social, donc l'éducation bien entendu. Donc toutes ces choses-là aujourd'hui, tous ces secteurs qui sont très importants, le numérique et d'autres, permettent aux gens de se mettre en lien, de monter des projets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, quand on est dans un projet, on est ensemble quoi qu'il arrive, et surtout on a déjà un point commun qui est le projet. Donc on est déjà lié par quelque chose. Et donc on regarde moins l'autre, on invective moins l'autre, on est ensemble et on se regroupe pour mener à bien des actions ou mener à bien le projet. Et ça, c'est important parce que du coup, dans les associations, il y a une dynamique. Et souvent, c'est une dynamique collective, c'est pour ça que ça s'appelle association. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu bien les défendre, parce qu'aujourd'hui, les associations sont aussi un des premiers remparts de la société civile, déjà pour faire face à la crise, mais aussi pour retrouver du vivre ensemble. Et puis aussi, bien sûr, continuer d'œuvrer à construire et aussi à trouver des solutions aux problématiques que la crise elle amène, et aux problématiques de manière générale, celles qui existaient aussi avant. Tu es connu pour être quelqu'un de très actif, de très proactif dans le monde associatif. Est-ce que l'énergie est toujours là ? C'est une bonne question. Moi aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que j'ai voulu arrêter ? Oui, clairement, j'ai voulu arrêter. Est-ce que je suis blessé ? Oui, je suis blessé. Est-ce que tout ce qu'on a vécu n'a pas suscité une vive émotion qui est encore présente ? Carrément. Moi, bien sûr, hein, comme tout le monde, ça m'a amené mon lot d'émotions, mon lot d'incertitudes. Ça a bien sûr nourri une forte insécurité, une difficulté à trouver du sens aussi, parfois, et c'est pas évident. Donc oui, ça m'a clairement chamboulé. Aujourd'hui, je reste encore beaucoup dans l'émotion, même si on est encore quelques mois après, parce qu'on vit encore une situation qui n'est pas encore résolue. Et bien sûr que ça impacte aussi la façon dont je m'engage. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments de doute, il y a eu beaucoup de moments de colère, d'incompréhension, et je me suis dit, il y a deux choses. Soit je fais ce que l'émotion me dicte, soit je fais ce que la situation
impose. C'est-à-dire, à un moment donné, soit en fait justement, je joue le rôle que j'ai à jouer pour essayer de faire un peu de mieux dans une situation difficile, soit je me laisse submerger par mes émotions et auquel cas, effectivement, je ne vais plus pouvoir être dans l'action, ou en tout cas, je ne vais plus pouvoir être dans la même dynamique positive et constructive. Donc j'ai perdu de l'entrain dans ce que je fais, je le reconnais, et ça m'est pénible. Mais cela dit, j'ai fait le choix de reconnaître mes émotions et de continuer de poursuivre mon engagement parce que j'estime que j'ai encore un rôle à jouer. On entend beaucoup le mot réconciliation. Toi, tu parles d'un besoin de rétablir les vérités. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui oser regarder en face pour vraiment commencer à se reconstruire collectivement? Oui, parce qu'on nous dit aujourd'hui, est-ce que le vivre ensemble est encore possible? Le vivre ensemble, c'est pas une question. Le vivre ensemble, c'est une obligation. Donc en fait, c'est comment on construit des convergences et un avenir commun. Et donc pour ça, c'est un travail au quotidien, à la fois personnel, institutionnel et après politique, bien sûr. Mais dans l'idée, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la réconciliation, telle qu'on va l'apporter aujourd'hui, pour qu'on puisse travailler ensemble justement à cet avenir commun, il faut des étapes pour qu'on puisse y parvenir. Parce que là, tout le monde est encore dans l'émotion, on est encore beaucoup dans le déni, et on a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent. Et donc ça, c'est important pour moi qu'il y ait trois choses dans le cadre de la réconciliation. C'est la responsabilité. Il faut qu'aujourd'hui, chacun assume sa responsabilité, et pour ça, il faut qu'on puisse se parler et se dire bien les choses, parce qu'aujourd'hui, les gens sont blessés, on le voit bien, ils l'expriment d'ailleurs fortement, et c'est important qu'on puisse mettre en lumière les responsabilités de chacun, le contexte aussi qui a favorisé l'émergence de tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne sur nos réussites, il faut qu'on revienne sur nos échecs, mais surtout, il faut qu'on se dise bien les choses, parce qu'aujourd'hui, il y a un déni collectif, on a encore du mal à bien comprendre ce qui s'est passé, quelles sont les raisons, qui est derrière tout ça, et en fait, tant qu'on n'a pas résolu ça, en fait, on ne peut pas se réconcilier. Parce que pour ça, pour se réconcilier, il faut cette responsabilité. Il faut aussi de la justice. Parce que s'il y a des choses qui sont gérées de manière injuste, forcément, on ne peut pas se réconcilier. Parce qu'il y a encore du coup litige. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, il faut rétablir la vérité. La vérité, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et je pense qu'on a le droit à la vérité. On a le droit surtout d'enlever une partie des mensonges qui ont été dits. Moi, je pense par exemple, quand on dit c'est les entrepreneurs qui ont brûlé eux-mêmes leurs entreprises, je pense que c'est vraiment à la fois propager un mensonge qui est très douloureux et enlever la responsabilité des personnes qui, elles, sont responsables de ce qui s'est passé. Et surtout, derrière, c'est aussi étiqueter les entrepreneurs comme des magouilleurs. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont victimes de tout ce qui s'est passé et aimeraient bien justement le comprendre. Et pour qu'ils puissent vivre une réconciliation, il ne faut pas les invectiver de choses comme ça. Et c'est pareil pour quand on entend « il n'y a rien qui a été fait pour le rééquilibrage ». Alors ça, je l'ai entendu aussi. Moi, je le prends un peu personnellement parce que qu'on reconnaisse les inégalités sociales comme étant aujourd'hui un facteur important de la crise que nous vivons, ça c'est normal, c'est indéniable et c'est important de le reconnaître. Par contre, qu'on dise il n'y a rien qui a été fait, moi ça me pose problème. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ont cru au vivre ensemble, il y a des gens qui ont suivi le chemin qu'on s'est donné au travers des accords, il y a des gens qui ont contribué au rééquilibrage, à la fois au travers d'un régime social qui est donc avec la CAFAT, qui est quand même très solidaire, au travers bien sûr de la clé de répartition à laquelle nous avons tous contribué, et puis bien sûr au travers de tout un ensemble de choses au quotidien qui permettent d'essayer de réduire les inégalités, d'avoir une société qui est plus vertueuse. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais au même titre que je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut reconnaître nos réussites au même titre et avec autant d'intensité qu'on va reconnaître nos erreurs et nos difficultés. Parce que c'est important, l'un ne doit pas occulter l'autre. Parce que si on pense que, si on montre que ce qu'on a fait de bien, on occulte
les difficultés et les raisons de ces difficultés. Et en même temps, si on montre que les difficultés, on ne raconte pas l'histoire des gens et de l'énergie collective pour les choses positives aussi. Et la société, c'est pourtant le résultat des deux. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est dans ce sens que je dis qu'il faut rétablir la vérité. Moi, il y a une chose que j'aime dire aussi, c'est dire on peut saluer le fait que jusqu'à présent, malgré tout ce qui s'est présenté devant nous et avec l'intensité des émotions qui ont été vécues, les gens n'ont pas cédé à la violence, à la hauteur de ce qu'ils vivaient émotionnellement. Et ça, c'est bien. Je ne dis pas que la situation, elle n'est pas dramatique, elle l'est, mais elle aurait pu être bien pire. Et je pense qu'on peut aussi féliciter toutes les personnes qui ont fait preuve de tempérance, parce que la tempérance, c'est un chemin, mais c'est un chemin qui va mener jusqu'à cette réconciliation. Et ça, c'est important, il faut le dire, il faut l'exprimer, et il faut le féliciter. Est-ce que la jeunesse a été instrumentalisée ? Quand on parle de la question de la vérité, c'est important de le rétablir parce qu'on a des discours, on nous dit non mais nous aujourd'hui, tout ce qui s'est passé n'a pas été organisé. Donc la justice fera la lumière là-dessus. Mais il y a deux possibilités fondamentalement. Aujourd'hui, soit effectivement il y a eu instrumentalisation et auquel cas il faudra l'assumer, et c'est une responsabilité qui est assez forte parce qu'on voit que les jeunes ont été mis en première ligne des difficultés aussi maintenant qu'on vit. Et la deuxième chose, c'est que soit effectivement les jeunes de leur propre gré, parce que dans un mouvement de révolution, ont voulu aussi faire entendre leur voix par toute cette violence et toute cette destruction qu'on a vécue collectivement et qu'on paye aujourd'hui. Donc dans ces deux possibilités-là, ce qui est certain, c'est que la lumière sera faite, mais il y a une chose, c'est qu'il faut faire quelque chose pour la jeunesse. Parce que qu'il y ait eu instrumentalisation ou que les jeunes se soient soulevés d'eux-mêmes, les éléments nous raconteront l'histoire. Mais fondamentalement, on ne peut pas nier qu'il y a un problème. Il y a un problème avec une jeunesse dont on sait qu'elle a été très marginalisée et dont on sait qu'elle a vécu des inégalités, qu'elle a vécu des difficultés qu'on n'a pas suffisamment pris en compte, auxquels on n'a pas suffisamment répondu, et ça fait un moment, parce qu'on a des chiffres alarmants sur la jeunesse depuis très longtemps. Et donc en ce sens, de toute façon, on a une responsabilité conjointe, tous ensemble, au-delà de ce qui s'est passé et de ce qu'on a vécu et de ce que l'émotion nous dicte aujourd'hui, c'est comment on fait collectivement pour que cette génération actuelle qui est derrière nous, elle puisse vivre correctement, elle puisse se rétablir de ce qu'elle a vécu elle aussi, et qu'elle puisse se responsabiliser vis-à-vis des actions qui ont été commises. Parce que ça, c'est nécessaire. Pour qu'il puisse y avoir réconciliation, il faut que les jeunes qui sont responsables soient accompagnés. Parce que il faut aussi qu'il y ait une justice, un accompagnement de ces jeunes, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas légitimer ce qui s'est passé. On ne peut pas légitimer la destruction et la violence, que ce soit du bien public ou des biens des personnes, les entreprises et les maisons. Donc à un moment donné, pour faire société ensemble, il faut reconnaître ces torts, il faut reconnaître le contexte, c'est-à-dire le contexte favorisant les inégalités sociales et les difficultés avec la marginalisation vécue par les jeunes qui a été le terreau fertile pour ce qui s'est passé. Donc on n'excuse pas forcément les gestes, on les comprend, on les punit à la hauteur des méfaits, mais derrière, il faut un accompagnement parce qu'il faut reconnaître que collectivement, notre société, on l'a construit et qu'il faut mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que les jeunes, lorsqu'ils ont eu des comportements déviants, puissent être réintégrés dans la société et pouvoir se construire un avenir, parce que de toute façon, on ne vivra pas côte à côte, sinon ça répétera. Mais donc c'est clair qu'il faut préparer l'avenir, il faut construire ensemble une politique jeunesse qui va nous permettre de mieux vivre. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça dédouane les jeunes de ce qu'ils ont commis, ça veut juste dire qu'à un moment donné, comme on veut tous que ça ne se répète pas, qu'on veut tous limiter les conséquences de tout ce qui s'est passé et qu'on veut tous pouvoir, a priori, se réconcilier et passer à autre chose, voilà, il faut faire le nécessaire pour se poser, construire une politique jeunesse qui va être convaincante, surtout que les jeunes sont prépondérants à la société calédonienne, c'est beaucoup de jeunes. Fut une époque, c'était la moitié de la population qui avait moins de 35 ans. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu moins, mais ça reste quand même beaucoup. On rappelle les chiffres, mais l'étude qui date de 2016, je crois, elle disait deux choses. Elle disait que donc, la moitié de la population avait moins de 35 ans,
Et sur cette population-là, la première cause de mortalité, c'est accident routier en état d'ivresse. La deuxième cause de mortalité, c'est suicide. Ouais. Donc aujourd'hui, on avait déjà des chiffres avec plus de 10 000 jeunes qui étaient marginalisés, qui étaient pour certains illettrés, pour d'autres sans diplôme, pour d'autres sans formation professionnelle, sans permis et étant dans aucun dispositif d'insertion. Donc en fait, à un moment donné, bien sûr qu'il faut qu'on mette en place tous les tremplins nécessaires pour que les gens fassent partie de la société, parce que si on veut faire société, il faut laisser personne de côté. Je ne dis pas que c'est facile, surtout après ce qu'on a vécu, puisque, encore une fois, quand on vit la violence, on est dans le rejet. On est dans le rejet de la violence, on est dans le rejet de l'autre, et on est sur un repli sur soi. Mais en même temps, encore une fois, entre ce que l'émotion nous dicte et ce que la situation exige, il faut qu'on choisisse ce que la situation exige. Est-ce que, selon toi, celles et ceux qui ont voté non au référendum sont des ennemis de la souveraineté kanak? Ça, c'est ce qu'on a un peu abordé lors de la première interview. Finalement, on a eu un référendum clivant parce qu'on a manqué de projets. On a manqué surtout de clarté sur les projets. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec un référendum 50-50. Tout le monde, chaque camp politique s'en est gargarisé, alors qu'en réalité, c'est vraiment dramatique et c'est clairement un clivage qui déjà aurait dû nous interpeller. Fondamentalement, je pense qu'une partie des gens qui ont voté non à l'indépendance l'ont voté parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le projet ou parce que le projet manque de clarté. Et inversement, parce que le projet aussi du non derrière ne proposait pas forcément de changements radicaux et pourtant nécessaires dans une société où on aspire aussi à la réforme. Et donc fondamentalement, ces projets-là n'ont pas forcément convaincu, je pense qu'on peut le reconnaître, n'ont pas forcément convaincu. Et il y a une chose, c'est que quand on dit rétablir la vérité, moi il y a une chose, j'ai entendu, c'est ah oui, mais les gens qui ont voté non à l'indépendance, ils sont racistes et ils sont contre la souveraineté kanak. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ont voté non à l'indépendance simplement parce que, un, le projet n'est pas clair, et deux, le projet ne définit pas le nouveau statut de citoyenneté. Alors on a des phrases qui sont très gentilles, qui disent, on a ce que j'appelle des vœux pieux, où on dit on va construire une société multiculturelle qui inclut tout le monde et tout ça. Sauf qu'en fait on ne peut pas nous en vouloir de douter parce que ce n'est pas ce qui est écrit sur les murs des tags. Donc à un moment donné, nous on vit aussi cette dualité où on se dit oui on veut nous inclure, mais d'un autre côté, notre jeunesse elle ne nous écrit pas ça sur les murs. Donc ce qu'il faut bien dire c'est les gens qui vont voter, ils ont besoin de clarté dans le projet. Ils ont besoin qu'on définisse, comme tout citoyen pour appartenir à une société, on a besoin qu'on définisse nos droits et nos devoirs. Moi, par exemple, je suis caldoche. Mais je suis un caldoche de ville, donc je suis un faux caldoche en réalité. Mon statut, si j'en crois les accords Nouméa, c'est je suis du coup dans les victimes de l'histoire. Voilà, très bien, ok. Si demain on est indépendant, est-ce que je conserve ma nationalité française, oui ou non? Dans le premier document, l'État il a dit non. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Deuxième chose, dans le nouvel État créé, il y a une nouvelle nationalité. Est-ce que je l'ai, quoi qu'il arrive? Et quels sont les droits et les devoirs qui me seront octroyés et imposés? Je ne suis pas de statut coutumier. Est-ce que du coup, j'aurai l'intégralité des mêmes droits dont je dispose aujourd'hui ou est-ce que mes droits changent? Et ça, c'est important parce que, en fait, à un moment donné, si on veut que les gens ils adhèrent au projet et qu'ils veuillent bien être citoyens de la société, il faut leur dire quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Quelqu'un qui est là depuis 15 ans, qui aujourd'hui n'a pas le droit de vote, est-ce qu'il a le nouveau statut? Donc, est-ce qu'il a, du coup, la nouvelle nationalité? Oui, non. Est-ce qu'il a des droits et des devoirs qui sont similaires aux miens, à moi, victime de l'histoire alors, je déteste dire victime de l'histoire, mais je dis ça un peu en blaguant parce que, là aussi, en fait, quand M. Valls, lors d'une des réunions, nous a posé la question de nous dire c'est quoi l'identité calédonienne? Oui, mais dans les accords, en fait, on dit il y a les Kanaks d'un côté qui sont victimes de la colonisation et il y a les autres ethnies qui, elles, sont venues aussi, ont participé à la construction du pays, sont victimes de l'histoire. Okay, donc, en fait, dans le pays, on n'a que des victimes. Et du coup, c'est pour ça que c'est toujours de la faute des autres. Nous, on n'est jamais responsable. C'est toujours de la faute de l'État, c'est toujours de la faute de nos élus, c'est toujours de la faute de nos institutions, ou sinon, c'est de la faute des Kanaks, ou alors c'est de la faute des Blancs.
Et quid des autres ethnies qui, elles, ne sont pas forcément toujours aussi bien représentées dans le débat politique d'ailleurs. Et en fait, clairement, il faut donner de la clarté au projet, parce que si demain, ce à quoi les gens sont attentifs, c'est ça, leurs droits, leurs devoirs et leur qualité de vie. Donc la qualité de vie, c'est important, ça repose sur un projet économique viable où les gens sont peut-être OK pour perdre un petit peu en qualité de vie, mais ils ne veulent pas drastiquement changer, voire vivre la précarité, se précariser. Donc les gens aussi, ils ont besoin de confiance. Et pour ça, il faut un projet qui est bien construit, voire même un projet qu'on peut mener à bien. Là, au bout de 30 ans, on voit bien qu'on a quand même une carence vis-à-vis des projets qui sont proposés et qu'il y a des réformes qu'on n'a pas mises en œuvre. Je pense notamment à la redevance nickel, mais il y en a beaucoup d'autres, et des choses qui auraient permis aussi de construire le pays. Et là, on ne vit pas qu'une crise politique, on vit encore une fois une crise qui est économique, une crise qui est sociale, une crise sanitaire, et tout ça, ça ne va pas se résoudre. Parce que, OK, aujourd'hui, si on poursuit la décolonisation jusqu'à l'indépendance, OK, très bien, on va résoudre la crise identitaire et le passif colonial. Ce qui est super, j'imagine, pour une grande partie de la population kanak. Très bien. Mais ça ne résoudra pas les autres crises, parce que les autres crises, elles sont juxtaposées. Elles ont besoin de leurs propres réformes, de leurs propres mesures, de leurs propres projets. Donc si on résout la crise identitaire, mais qu'on ne résout pas la crise économique, la crise sociale et la crise sanitaire, on va revoir de la violence, parce qu'on continuera de vivre la difficulté malgré les changements de statut. Et c'est ce qu'on a vu dans les sociétés décolonisées. C'est que, OK, il y a une décolonisation, il y a une indépendance, on règle le passif colonial, mais derrière, on a des nouvelles violences et des nouvelles émergences qui arrivent. Pourquoi? Parce que les inégalités ne sont pas résolues, ou en tout cas pas entièrement, ou pas suffisamment. Pareil sur les problématiques, encore une fois, économiques, sociales ou sanitaires. Et donc, du coup, la société explose à nouveau. Donc là, on a un gros boulot, en fait. On a un gros boulot à travailler sur les projets, parce que c'est pas juste sortir de la crise, c'est pérenniser la société calédonienne avec les réformes, les projets qui s'imposent. C'est ça dont tu parles quand tu évoques un complexe du Caldoche, la peur de devenir un citoyen, non pas d'un peuple second, mais de seconde zone? Mais oui, c'est ça qui est important, parce que, en gros, ce dont les Caldoches ont peur, c'est finalement d'être expropriés de leur propre pays, en fait. Parce que les Caldoches, il y en a beaucoup qui sont là depuis très longtemps, et pour beaucoup de gens, la Calédonie, c'est justement leur seul territoire. Moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je n'ai jamais vécu ailleurs qu'ici, en Nouvelle-Calédonie. Ça ne veut pas dire que je connais mon île par cœur. Ça ne veut pas dire que j'ai noué autant de liens que je le voudrais avec toutes les communautés qui constituent ce territoire. Mais il m'empêche que, même si je suis un Caldoche de ville, la Calédonie, pour moi, c'est mon foyer. Même si je me sens citoyen du monde, mais ça reste mon foyer. Pourquoi les Caldoches, ils ont peur de perdre ça? Parce que fondamentalement, si demain, on vit une société ethnocentrée, parce qu'on peut comprendre qu'à partir du moment où le pays devient indépendant, si jamais il le devient, qu'on ait une société qui puisse être ethnocentrée, où le kanak est au centre du dispositif, très bien. Mais si c'est au détriment des autres communautés qui ne se sentent pas pleinement intégrées dans le dispositif, et c'est peut-être possible, fondamentalement, il y a une partie des personnes qui n'ont que la Nouvelle-Calédonie comme référence, qui vont se sentir expropriées, rejetées, et qui ne se sentiront pas appartenir à cette nouvelle société. Et il faut le prendre en compte, ça, parce que c'est une réalité. Quand on dit on a peur d'être des citoyens de seconde zone, c'est une réalité. Parce qu'en fait, les gens veulent garder leurs droits et leurs devoirs, ils veulent garder leur qualité de vie, ils veulent garder aussi leur sentiment d'appartenance à cette société calédonienne. Et là, clairement, avec tout ce qui s'est passé, avec ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut dire, clairement, c'est au cœur des sujets dans les familles aujourd'hui, clairement. Pour en revenir à des notions passionnantes que sont la citoyenneté et la démocratie, pourquoi et comment faut-il que les citoyens soient associés à l'écriture d'un nouvel accord?
On a vu là par exemple que la situation, elle s'est beaucoup réglée à un niveau politique. C'est pour ça que Monsieur le ministre vient, que l'État est très prépondérant, les politiques se rassemblent, se réunissent, font des communiqués de presse et s'approprient toute la situation et les solutions. C'est plutôt une bonne chose parce que de toute façon, c'est bien le principe de la démocratie représentative, c'est que on délègue finalement ces choses-là à des personnes qui sont censées représenter nos intérêts. Cela dit, ça ne s'applique pas parfaitement puisqu'il y a aussi d'autres éléments que nous, on voudrait aussi apporter dans le débat, dans les solutions et dans les actions à mettre en œuvre pour faire société. C'est-à-dire que la démocratie représentative ne se suffit pas à elle-même. Il y a aussi tout un rôle citoyen des gens qui conjointement, hein, c'est pas je prends la place en tant que citoyen des politiques qui ont en fait la légitimité des urnes, c'est dire mais j'existe aussi. C'est-à-dire que oui, ok, on a des politiques qui connaissent bien le sujet, qui sont bien entourés par des personnes qui vont aussi nourrir leur projet, mais derrière nous aussi, on existe société civile et donc dans l'idée, même si le nouvel accord émane de l'État ou en tout cas est proposé par l'État après réunion avec les différentes strates calédoniennes, et géré en lien avec les politiques calédoniens, il y a aussi la société civile qui, a son mot à dire et veut le dire, parce qu'on se sent exclu, parce qu'il y a une défiance aussi vis-à-vis de la classe politique calédonienne, parce que tout ce qu'on a vécu, c'est aussi un aveu d'échec énorme, et en fait cet aveu d'échec, on le voit à la fois dans les campagnes référendaires, dans ce qui s'est passé après, dans l'échec de terminer l'accord de Nouméa sur quelque chose de positif et constructif, et puis sur la violence qu'on a vécue, la gestion des difficultés qui persistent aujourd'hui. Donc la défiance, elle est quand même là. Quoi qu'il arrive, les personnes, tant qu'elles peuvent s'exprimer, proposer des solutions et avoir l'écoute et considération, elles font l'exercice de la citoyenneté et surtout, le nouveau projet de société qui va émerger va susciter l'adhésion. Et c'est pour ça que construire des organes qui permettent à la société civile de se représenter, pas pour que faire de l'opposition, hein, mais de manière positive et constructive, dire à un moment donné, ce qui nous paraît urgent, nécessaire ou important, c'est là, les solutions, elles sont ici, les constats des difficultés, ils sont là, et en fait, que les gens puissent se sentir intégrés dans tout ce processus, finalement, de projet de société. Et c'est d'autant plus important dans la crise, puisque là, en fait, ce que vivent les gens, c'est le flou, l'anxiété totale, une incompréhension parce qu'en fait, il y a des messages politiques qui se contredisent, parce qu'on ne sait toujours pas en fait comment tout ça a éclaté, même si on a quelques éléments de l'histoire qui viennent petit à petit s'éclairer, mais en fait, fondamentalement, on vit des difficultés, on a besoin de les exprimer, on a surtout besoin de se sentir proactif dans la solution et dans le processus d'émergence du nouveau projet de société, puisque en fait, les gens, ils ont envie d'être une partie de la solution. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas dire aux gens « vous êtes citoyen » que quand vous payez des impôts ou quand vous votez. Donc ça, c'est important parce qu'à un moment donné, l'appartenance à la société, elle est plus importante que juste ça. Donc on ne peut pas dire « soyez citoyen quand vous allez voter et le reste du temps, vous inquiétez pas, vos représentants s'occupent de tout ». Non, à un moment donné, la société civile, lorsqu'elle peut se représenter dans des instances, au travers des chambres consulaires par exemple, ce qui est déjà le cas, hein, mais il peut y avoir une chambre consulaire sur l'économie sociale et solidaire qui pourra émerger, mais il pourrait y avoir aussi des instances qui permettent au Congrès par exemple de pouvoir donner la voix à la société civile, accompagner les personnes pour faire l'exercice de leur citoyenneté, et puis voilà, permettre l'émergence d'une nouvelle implication dans la société. Et pas forcément les mêmes citoyens, qui est vraiment pareil, au même titre que les élus, un roulement, peut-être même un peu plus souvent que nos élus d'ailleurs. Mais dans l'idée, c'est ça, on implique les citoyens, pas que quand il y a une échéance de vote, quoi. Donc à un moment donné, ce qui serait dommage par exemple, ce serait que les élus finalement décident par eux-mêmes de différents projets, et sans avoir assuré une consultation suffisante de la population, qui peut aussi agrémenter ces fameuses idées, et qui nous fassent redescendre les choses en disant voilà, choisissez ce qu'il vous faut. Je pense qu'il y aurait moins d'adhésion que si on crée à un moment donné, par contre, des moments d'échange réels avec la population, des moments de consultation. Je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est certainement très compliqué à mettre en œuvre, mais ça permettrait encore une fois de mieux susciter l'adhésion,
que chacun et chacune puisse se sentir beaucoup plus intégré dans le processus. Et là, peut-être par la suite, effectivement, assurer un vote à grande échelle. Mais d'abord, il y a des préalables si on veut que les gens y aillent avec beaucoup plus d'éléments déjà, concrets, de connaissances sur le sujet, et puis beaucoup plus d'entrain, parce que là, je pense qu'il suffit de prononcer le mot référendum pour que les gens ils aient les poils qui se hérissent. Je ne dis pas les cheveux, hein, parce que je préfère dire les poils. Pour conclure, quel message tu aimerais adresser aux Calédoniens? Quels conseils tu aimerais leur suggérer pour garder le cap dans les temps qui viennent? Moi, j'ai pas vraiment de conseils parce que on vit tous des choses très différemment. Ce que je dirais, c'est ce que je nous souhaite finalement, sans porter de conseils, parce que je peux pas porter de conseils, ça voudrait dire que j'ai des solutions et clairement, j'en ai pas. J'ai un avis sur la situation, j'ai envie de nous souhaiter finalement qu'on puisse ressortir par le haut d'une crise telle qu'on la vit. Pour ça, je pense qu'il faut que chacun se demande qu'est-ce qu'il peut apporter au quotidien pour mieux construire demain. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'interview, mais bien sûr qu'avec l'émotion qu'on vit, on n'a pas envie d'être proactif, on n'a pas envie de faire d'efforts, on est vraiment sur le repli, on se dit « mais moi en fait là je suis meurtri par la situation ». Et c'est une réalité, quoi. Et on est nombreux comme ça, et du coup on n'a pas envie de faire les efforts. Et en même temps, est-ce qu'ils ne s'imposent pas à nous finalement ces efforts? Et est-ce que fondamentalement, au travers de un bonjour, un sourire, une main tendue, au travers de comment je peux créer du lien, malgré les différences, comment je peux organiser des événements, organiser des actions qui nous permettent collectivement de recolmater les brèches de notre société, de faire ensemble en sorte que petit à petit, progressivement, même si on a conscience que c'est sur un temps long, on puisse renouer, se dire les choses. Ça, c'est important si on vit dans un pays où il y a trop de non-dits. On peut se dire les choses. On peut se dire qu'on est en souffrance. On peut se dire que on a vécu le racisme, mais on peut aussi dire qu'on l'a entretenu. Parce que faut pas se mentir, les clivages, ils sont là, mais parce qu'on a dit des choses dans nos familles, parce qu'on a entretenu aussi des idées préconçues. Et tout ça, en fait, il faut essayer de le devancer. Il faut essayer de voir dans quelle mesure on peut tous ensemble changer, répondre aux problématiques, et encore une fois, par des petits gestes quotidiens. Moi, je dirais, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si je l'ai déjà dite lors d'une interview, mais je vais le dire. Moi, je suis un grand fan de Tolkien. Alors, dans l'idée, d'un moment dans le Hobbit... petites actions du... Ouais, je te l'avais dit dans une interview. Non, mais j'aimais rêve aussi. Donc, en gros, dans un des films du Hobbit, à un moment donné, Gandalf et Galadriel discutent et Gandalf dit « Saruman pense que seul un grand pouvoir peut venir à bout des forces du mal. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Ce sont des petits gestes quotidiens, des gens ordinaires, des simples actes de bonté et d'amour. » Et c'est beau, et c'est pas simplement beau, c'est très vrai. C'est très vrai. C'est-à-dire que je me rappelle, allez, je vais dire une dernière chose en conclusion, mais en gros, dans l'idée, pour faire lien avec ça, au niveau local, je me rappelle qu'on avait fait les assises de la jeunesse avec le gouvernement il y a des années de ça. En se regroupant, on fait des tables de travail, il y a plein de choses qui sont dites, et à un moment, il y a un vieux canaque comme ça, il n'avait pas beaucoup parlé, il écoutait beaucoup, il était très humble, il écoutait beaucoup. Et nous, on parle tous, on sort des grands sujets, des grands trucs, et on est tous au taquet. Et lui, il écoute, il est là, et il acquiesce, il intervient assez peu. Et puis après, il dit moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, il faudrait qu'on réapprenne à se dire bonjour. Qu'on se dise juste bonjour avec le cœur, qu'on se regarde et qu'on se dise bonjour avec considération, que dans le regard, dans le geste, il y ait vraiment quelque chose qui soit fait vis-à-vis de l'autre, qui se sente considéré, qui se sente respecté et qui ait un vrai lien juste par ce simple bonjour. Une petite interaction, mais c'est hyper important parce que ça nous rappelle qu'aujourd'hui, on est les uns avec les autres. Et là, tout le monde autour, et là, wow, le vieux, il nous a assieds, quoi. Et en fait, il avait raison. Et c'est peut-être juste ça déjà. Un sourire, un bonjour, laisser passer quelqu'un, aider quelqu'un qui a besoin, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'un covoit ou quelque chose, qu'importe.
Mais et puis voilà, rentrer en interaction. Là où il y a un repli sur soi, c'est rentrer en interaction avec les autres. À toutes celles et ceux qui petitement font avancer les choses. Thibaut Bizien, merci beaucoup.